Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler des pavés, des Flandriennes, des courses pavées qui animent ce printemps autour de cet enchaînement de courses qui a déjà commencé en Belgique avec le 3 classique Gand-Wevelgem à travers la Flandre qui va nous mener surtout, déjà dans un premier temps, au Tour des Flandres ce dimanche. On va donc regarder un petit peu ce qui s'est passé et ce que l'on va pouvoir attendre, ce que l'on va espérer, notamment autour des deux derniers vainqueurs, en l'occurrence Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar, qui seront tous les deux au départ de ce Tour des Flandres. Ils seront également au départ de Paris-Roubaix, on en parlera un petit peu, mais Paris-Roubaix, ça sera plutôt pour la semaine prochaine. On va prendre le temps de voir ça avec nos trois chroniqueurs du jour. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu. On est aussi avec Titouan, salut Titouan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on complète notre équipe avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Alors Geoffrey qui, je désamorce tout de suite, il y a pas de problème de voix, juste qu'il en a perdu un petit peu mercredi soir pour la victoire de Villeneuve d'Ascq en Eurocoupe féminine. Et c'est un problème de voix, c'est pas un problème de micro. Voilà, je pense que le moitié de voix qui reste, il sera perdu dimanche à supporter l'autocopéki. Il y a moyen. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, on va rapidement revenir sur les premières Flandriennes qu'on a eues là ces derniers jours, même plus précisément. On avait eu déjà au tout début de saison, le week-end d'ouverture, toujours forcément, avec notamment l'Omloop et Nieuwsblad qui avait été remporté par Søren Warensjold dans un sprint en assez gros comité, mine de rien. Puis on a eu notamment, surtout cette semaine, le 3 classique remporté par Mathieu Van Der Poel avec 39 km en solitaire, Gand-Wevelgem remporté par Mats Pedersen après 56 km en solitaire, et à travers la Flandre remporté par Nelson Powless. Après 50 cm. voilà, mais qui a réussi quand même à battre les trois coureurs de Visma-Lease-Bike. En l'occurrence Wout van Aert, Tish Benoot et Matteo Jorgensen qui était le tenant du titre. Voilà pour les principaux résultats, pour en tout cas les victoires des principales flandriennes avant le Tour des Flandres. Du coup messieurs, après comme ça le rappel des résultats, qu'est-ce que vous retenez de ces premières classiques flandriennes? Moi la leçon je trouve c'est que le vélo, avec tous les reproches qu'on peut lui faire sur certaines dynamiques qu'il peut y avoir dans un peloton, quelque chose comme ça, il y a toujours une part de surprise qui peut exister, qui est formidable. Et ça fait quand même très 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 plaisir de retrouver du vélo des années 2010 en plein milieu du vélo des années 2020. Quoi. Une petite référence à la course de mercredi qui t'a rappelé un Omloop et Nieuwsblad 2015 par exemple? Ouais, mais ça limite c'est plus dans le style Jumbo, c'est la nouvelle Quick Step et du coup ça. Mais après je trouve que le final n'est pas du tout la même chose, pas la même gestion, pas le même ressenti. Enfin, et moi je fais partie des gens qui trouvent qu'il n'y a pas tellement d'erreurs de la part des Quick Step contre Stannard. C'est juste que Stannard était plus fort. Oui, Jens Stannard qui avait battu les Quick Step où il y avait Tom Bonnen notamment. C'est Bonnen, Terpstra et Stijn Vandenberg je crois. Oui, je crois, oui. Et ça finissait au sprint face à Vandenberg, qui est vraiment pas bon au sprint. Oui, alors que Boonen au sprint, ça ça va pas trop mal. Sauf à l'Omloop, il avait réussi à perdre contre Van Mark une fois. C'est vrai. 2 années plus tôt. Van Mark qui allait assez vite, des fois, ça dépend. Mais bref. Mais en tout cas, je trouve que on n'a pas eu des très belles courses. Mais le ressenti final est quand même plutôt positif sur les courses. Quoi. Bon, pas des belles courses, je suis pas d'accord. Celle qui traverse les Moers avec le vent, les bordures, c'était quand même sympa à suivre. Ah, avec toutes les bordures qu'on a eu un peu dans tous les sens sur Gand-Wevelgem. C'est vrai que, à la limite, c'est juste dommage qu'on l'ait pas eu pleinement à la télé, ça, je crois. Parce que, mais Gand-Wevelgem, c'est une course clairement qu'il faudra voir en direct, en intégralité, parce que, ouais, là, il y aurait de quoi suivre la course très très tôt dans la journée. Puis le jour où ils vont le mettre en intégralité, ce sera le seul jour depuis 15 ans où il n'y aura pas de match sur Wevelgem, mais bon.
Non, mais Game, c'est toujours ça. Hein. Tu regardes les lives et tu vois 3 groupes échappés, cassures, machin, et puis après ça se calme une fois que tu prends la télé. Hein. Ouais, dans Revel Game, on va dire, il faut, le vent fait partie des difficultés. Faut pas s'arrêter au profil qui peut paraître entre guillemets simple avec entre guillemets seulement le Monkeyberg, Monkeyberg. Quelle belle invention, le Monkemel et les Plug Street. De toute façon, les Flandriennes en général, faut regarder la carte et pas le profil. Oui, non, bien sûr, mais faut pas s'arrêter au fait qu'il y ait seulement entre guillemets 3 passages du Mont Kemmel, les quelques Plug Street au milieu, puis après des grandes longues lignes droites pour rallier Wevelgem. Il y a quand même des passages qui peuvent être assez piégeux, on l'a vu à plusieurs éditions, et notamment sur ce Grand Wevelgem, et même sur d'autres courses que Grand Wevelgem, ce qui fait que par exemple un Bruges de Panne ne se finit pas toujours à sprint, c'était le cas cette année, quoique. mais oui, le vent, ça fait partie des éléments. Titouan, toi, ces courses qu'on a vues, ces Flandriennes qu'on a eues, notamment le 3, Grand Wevelgem et à travers la Flandre, c'est des courses qui t'ont plu par leur scénario? Ça dépend lesquels. À travers la Flandre, j'avais pas pris mon pied depuis pas mal de temps. Même quand Wevelgem, c'était assez sympa pendant une bonne partie de la course. Maintenant, le point commun de ces courses, c'est qu'il y avait pas Van Der Poel, déjà. Euh, et j'avoue être un peu désabusé sur cette classique de Flandrienne. Bon, ça fait quelques années à titre personnel, mais il y a que, enfin, bon, finalement, il y a que l'Home Loop où ça finit au sprint semi-massif. Bon, voilà. Mais maintenant, enfin, c'est assez chiant, je trouve que à partir du moment où il y a un groupe avec des favoris devant qui part, que ce soit à 80, 30, 40, enfin, n'importe quand, ça anticipe, ça se passe jamais revoir, qu'il n'y ait aucun suspense. Et je trouve ça dommage parce que bon, les Flandriennes, ça reste les courses parmi les plus kiffantes du calendrier, enfin, où il y a le plus d'incertitudes, où il y a des éléments qui rentrent en compte qu'on voit moins d'habitude, comme le vent, le placement, etc. Enfin bref. Et là, s'il y a Van Der Poel, bon, on sait à peu près déjà qui va gagner. Même maintenant, Mats Pedersen, quand il est là, c'est dur de le battre. Sinon, c'est les Visma. Bon, on a eu une surprise de résultat à travers la Flandre. C'était le seul truc cool, je trouve, de ces dernières Flandriennes. Mais Donc globalement, c'est plus à vraiment travers beaucoup la à Flandre quoi. qui vous a marqué tous les trois, j'ai l'impression. Ouais, quand même. Enfin, en tout cas, titre perso, ouais. Ah, moi, je garde Wevelgem comme préférence. Après, je compte un peu à part des courses comme le Samin ou comme le Grand Prix de Denain, vu que c'est du pavé plat. Enfin, on peut pas vraiment parler de Flandrienne pour celle-là, mais Oui, c'est un style différent. non, mais je suis pas d'accord avec Ytouan sur le fait de l'absence de suspense, que même s'il y a un mec qui est devant, enfin, Pedersen, il nous a habitués sur quelques courses à bourriner de très loin et à pas tenir. Là, il a fait un tel début de saison, donc en Wevelgem, j'étais pas persuadé qu'il allait savoir résister comme ça. Enfin, c'est que vraiment qu'on était à 10-12 km de l'arrivée, que je me suis dit, ouais, il va le faire. Avant, je me demandais vraiment s'il allait tenir, pour moi, il n'y avait rien qui était fait. Et à l'inverse, justement, quand on le redisait, bah, à travers la Flandre, bah, on était persuadé que Visma allait gagner. Il y en a sur le forum qui se demandaient même s'ils allaient pas faire un 2 et 3. Et résultat, ils font 2, 3, 4. Ils ont fait le 3-4. Et ça, justement, alors, Johan disait que il n'y avait pas forcément d'erreur particulière pour lui sur la façon dont la Visma avait géré le... Non, je parle des quick-step à l'époque. Là. Ah, des Les quick-step, Visma, voilà. Oui. Là, les Visma, non. Donc, bon. À un moment, ils ont fait un truc intelligent. Quand il y a eu la petite cassure qui s'est faite. Et qu'ils ont forcé Paulès à faire l'effort pour revenir. Voilà, pourquoi ils l'ont pas fait plus longtemps? Pourquoi ils n'ont pas attaqué à tour de rôle? Donc, ce que vous reprocheriez à la limite, c'est de ne pas avoir tenté ce qu'avait fait la Quick-Step justement en 2015 face à Jan Stannard, c'est-à-dire tenter plein d'attaques pour essayer de fatiguer Paulès et qu'à un moment il y en ait un des trois Visma qui réussisse à partir et qu'il aille chercher la victoire. Ou même ce que faisait l'équipe de Lefebvre dans plein d'autres courses, hein, si on reprend les Paris-Roubaix du début des années 2000, alors c'est pas vraiment le même vélo, mais l'année où Knaven gagne Paris-Roubaix, c'est le meilleur exemple où
ils profitent d'un gros collectif alors que c'était pas du tout le plus fort de la journée. Ils avaient clairement de quoi jouer sur leur surnombre et ils ont clairement été beaucoup trop orgueilleux en se disant c'est bon, on a gagné, on n'a plus qu'à lancer Van Aert au sprint et c'est fini. Aussi, on a vu Wout van Aert qui disait c'est de ma faute, je leur ai demandé de rouler, de m'emmener au sprint, j'ai été trop égoïste. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous comprenez et peut-être entre guillemets que a posteriori vous vous dites c'est bien qu'il assume la responsabilité de cet échec entre guillemets? Ouais, après c'est un peu dommage que les managers de Visma assument pas aussi une part de responsabilité, enfin les directeurs sportifs, parce que les stratégies toutes pétées de la part de cette équipe-là, c'est quand même pas la première. Et le problème pour Van Aert, c'est que, en termes de recherche de confiance, là, c'est pas. Ah, c'est cata, hein. Parce que justement, il y a le côté où ça voulait rouler pour lui, l'emmener au sprint, que ça roule pour lui, qu'il aille chercher la victoire. Parce que sur le papier, on se disait au sprint, Van Aert face à Powless, il n'y a pas forcément match. Ouais, si, sur la fin d'une classique, il y a toujours match. Hein. Oui, mais sur le papier, au sprint, tu te dis Van Aert est supérieur à Powless. Mais qui réussissent à... Ouais, mais sur le papier au sprint, Casper Green, il tape jamais Mathieu Van Der Poel. Hein. non, bien sûr, mais au final, qu'ils perdent comme ça doit... Enfin, l'objectif était de reprendre confiance en allant gagner, et au final, de perdre de cette manière, ça doit... C'est plus qu'un coup de marteau sur la tête, quoi. Mais est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance que de se dire on veut récupérer de la confiance en gagnant et on attend le sprint? Regarde, il veut gagner en reprenant de la confiance, il en claque une à 10 bornes de l'arrivée, il laisse rouler avec les deux autres dans la roue, et puis voilà, quoi. Et puis surtout que ça aurait permis éventuellement aux deux autres de... Si lui, il n'arrive pas à tenir face à Powless, de juste à leur tour d'attaquer, et bon. C'était assurer la victoire Visma, quoi. À défaut de s'assurer la victoire pour lui. Après, on peut aussi quand même souligner, on a pas mal parlé de la Visma qui s'est ratée, trouée, et qui fait un échec assez cuisant, on va dire. J'imagine qu'en Belgique, ils ont été encore plus virulents que nous ici. On peut quand même souligner aussi que Powless a superbement bien géré le final, le côté où à la fois il va continuer de rouler alors que devant la télé, on devait y avoir beaucoup de monde qui se disait mais pourquoi tu roules? T'es face à 3 Visma, pourquoi tu roules? Au final, il roule. Il crée un peu le doute, il instille un peu le doute chez les Visma en se disant bon ça va, t'es tranquille, il sait qu'il va jouer la deuxième place. Et au final il arrive à rouler plus que ça, il a roulé un peu au début quand il fallait vraiment creuser l'écart et une fois que cet écart était un peu fait, clairement il roulait plus parce que l'écart est resté à 15-20 secondes pendant très longtemps. Mais on va dire qu'il a roulé, c'est quoi, c'est juste ce qu'il fallait, sans en faire trop, mais en même temps il fallait pas non plus en faire moins, parce que ça aurait instillé le doute et tenter les Visma d'attaquer pour le coup peut-être. Bah si les Visma sont à 3 contre 1 avec un mec qui roule pas à 50 bornes de l'arrivée, ils vont pas l'emmener pendant 1 heure. Ouais, voilà. Avec un peloton qui était juste derrière. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, ça nous a fait en tout cas un scénario, un résultat qu'on n'attendait pas. Voir Van Der Poel. Ouais, parce que voir Van Der Poel qui gagne le 3 en solitaire, ça c'était pas forcément une surprise. Voir Powless qui tape 3 Visma qui était sorti à 70 km presque dans une bordure, là c'est autre chose. Ouais, puis se dire que si on sait avoir un sprint surprise au bout d'une Flandrienne qui fait que 180 km, le round 2 ça en fait 270, donc ça va... Il y aura un impact distance qui est beaucoup plus important. Ouais. Plus on doit dire. Ouais. Pour finir un petit peu ce bilan des premières courses avant de se pencher sur ce qu'on va pouvoir voir sur le Tour des Flandres ce dimanche, Mathieu Van Der Poel qui gagne le 3 classique. Bon, j'ai déjà vendu un petit peu la mèche en disant que c'était pas forcément une surprise, mais la façon dont il est allé gagner, qu'il allait chercher ce succès, notamment en ne perdant absolument pas de temps dans le final alors qu'il y avait Pedersen, Ganna, puis tout le monde derrière. Est-ce que ça vous a impressionné de la part de Mathieu Van Der Poel, peut-être plus la manière que la victoire en elle-même? Après, la manière est aidée aussi par le fait que Pedersen et Ganna qui sont restés pendant longtemps à 15 secondes d'écart, je n'ai pas compris que Pedersen n'attende pas Ganna. À 2, il y aurait peut-être eu occasion de revenir. D'un autre côté, je me dis c'est à 2 en étant intelligent et en collaborant, mais j'ai tellement l'impression que les directeurs sportifs réclament tellement leurs coureurs de pas rouler quand ils sont dans un groupe pour pas que leur coureur en fasse plus que l'autre. Et...
Après, on sait que Pedersen et Ganna, c'est pas forcément les coureurs qui vont ratonner les premiers non plus. Donc, Ouais, non, clairement pas. Alors que les deux ensemble, enfin, deux coureurs ensemble comme ça, j'ai envie de me dire, du temps du trophée Baraki, ils auraient fait une sacrée paire les deux là. Ah oui, là, ça aurait été intéressant, ouais, c'est sûr. Titouan, toi, qu'est-ce qui t'a marqué sur ou pas finalement peut-être que c'était évident cousu de fil blanc sur la façon dont Mathieu Van Der Poel est allé chercher cette victoire sur le 3 classique. Coup de fil blanc, je sais pas, parce que en fait, c'est pas même pas lui qui crée la décision en plus. C'est pas lui qui attaque dans le Tyenberg, enfin, c'est bien le Tyenberg que Geoffrey Oui, te le dira peut-être. c'est Pedersen, hein, tout à Voilà. fait. Voilà, c'est Pedersen qui attaque. Et bon, en fait, il a profité de ça pour après s'isoler. Et bon, à partir du moment où il y avait le groupe avec Ganna, Pedersen, etc., c'était cousu du fil blanc. Après, c'est jamais une surprise de le voir faire un raid solitaire. Maintenant, on commence à être habitué avec lui. Sur ces deux victoires de monument l'année dernière, c'était ça. Donc, bon, l'un dans l'autre, c'était prévisible. Après, on s'attendait peut-être à ce qu'il attaque à 40 km de l'arrivée, 50, mais enfin, dans un enchaînement Quarmont-Paterberg, mais pour moi, il n'y a pas de grande surprise dans l'absolu dans le procédé et dans le fait qu'ils maintiennent un peloton à tant d'écart. Bon, après, Pedersen et Ganna, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils prennent quand même un peu de temps. Je souscris à ce que dit Geoffrey dans la mesure où, bah ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu s'entendre, l'Italien et le Danois, pour revenir sur Van Der Poel. Peut-être que ça aurait eu plus de chances de revenir. Bon, maintenant, on sait que Van Der Poel, il est largement supérieur physiquement. C'est pas une surprise. Faut s'y habituer et je vois pas de façon dans quel scénario un autre coureur que Pogacar peut le battre. Donc, bon, pas trop de surprise. Donc. Ok, bah bon, en tout cas, tu t'avances un petit peu sur le pronostic du Tour des Flandres. En tout cas, bon, Mathieu Van Der Poel a l'air de t'avoir laissé une très bonne impression, on va dire, Titouan. Ouais. On va dire ça comme ça. Et justement, ça va nous mener tranquillement un peu au cœur de ce podcast, on va dire, en se penchant sur les deux monuments pavés qui arrivent, le Tour des Flandres principalement, et aussi un petit peu Paris-Roubaix, avec quand même ces deux coureurs dont tu as parlé, Titouan, les deux coureurs peut-être on attend le plus, qui ont remporté les 3 derniers Tours des Flandres, à savoir Mathieu Van Der Poel à 2 reprises, Tadej Pogacar entre les deux en 2023. À 3 reprises, Mathieu Van Der Poel. Oui, non mais sur ces 3 dernières années, Mathieu Van Der Poel à 2 reprises. Mais en effet, au total, Mathieu Van Der Poel, c'est 3 victoires sur le Tour des Flandres. Tu fais bien de le préciser, Geoffrey. J'avais voulu justement aussi, par rapport à tout ça, j'avais voulu titrer un peu ce podcast Pogacar, Van Der Poel, le grand duel des Flandriennes, point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, c'est les deux coureurs qui ont remporté à eux deux les 3 derniers Tours des Flandres, les deux coureurs qu'on attend beaucoup, qu'on attend particulièrement, notamment sur le Tour des Flandres. Ensuite, les Flandriennes, parce qu'il y a le Tour des Flandres, mais aussi Paris-Roubaix sur lesquels ils vont s'affronter, ça on pourra en parler un petit peu plus tard. Et après le grand duel, et point d'interrogation, est-ce que pour vous, on va avoir uniquement un duel entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar pour la victoire sur ces Flandriennes? Je pense pas. Je pense déjà Mats Pedersen, il va à un moment balancer une bonne mine dans un bronc qu'on verra pas arriver. Mais c'est quoi ta définition de ne pas être un duel? Genre, c'est quel kilométrage ils se retrouvent tous les deux? Tu considères que c'est une course C'est à la libre interprétation de chacun. Que si Mats Pedersen il attaque à 130 km d'arrivée, il aurait participé à la course, mais... On va dire, est-ce que la victoire, ça sera Mathieu Van Der Poel contre Tadej Pogacar et les autres n'auront pas leur mot à dire, ou ça peut être plus ouvert que ça? Il y a déjà eu une fois où la victoire, c'était un duel entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Il y a quand même d'autres personnes qui ont eu leur mot à dire. Donc, pour toi, Geoffrey, faut pas s'arrêter à ces deux coureurs-là. Mais c'est une Flandrienne, comme on le disait, même si ces deux-là, ils sont hyper au-dessus de tout le monde. Qui voyait Kasper Asgreen gagner en 2021? Qui voyait Luca Mozzato faire 2e l'année dernière?
Oui, enfin, Mozzato, on peut pas dire qu'il ait eu son mot à dire pendant la course. Enfin, déjà, à la base, il est troisième. Et en plus, si on peut pas parler Non, non, d'acteur vraiment de la il bat course. Matthews au sprint. Non, c'est Matthews, il se fait classer tout seul, oui. Ouais, ouais, Il Matthews, était il se fait battre pas, par. il avait pas battu, Matthews l'avait pas battu. J'avais souvenir flou d'un coup de ce final. Mais pour moi, Matthews l'avait battu avant de se faire déclasser. Mais Matthews était troisième avant de se faire déclasser. ok, ouais. Bon, ça change rien au propos. Peut-être que est-ce que Mozzato est vraiment, est-ce qu'on peut parler d'acteur de la course? Est-ce qu'on peut dire qu'il a participé au débat? Pas sûr non plus, quoi. Ouais, mais imagine un scénario où les deux se regardent dans le final alors qu'ils sont devant, et derrière, c'est pas un groupe de 2 qui revient, c'est un groupe de 8. T'auras forcément des mecs Alors, que t'attends pas dans le coup. Hein. alors oui, mais dans ce scénario, tu oublies que souvent, ils ont une avance de 1 minute 30. Donc, ça réduit Ah, les risques. je me souviens de 2022, ils avaient pas 1 minute 30. Ouais, en 2022, il montait l'école 80 watts moins vite, donc Alors, Ouais, 2022, c'était il y a 3 ans déjà. c'est plus le même vélo, le vélo, il a changé. Hein. Ah oui, il a changé plusieurs fois même. Eh ben tant mieux s'ils balancent une grosse mine dès le premier passage de Quarmont, allez, à la mi-course. Non, c'est même avant la mi-course. Ouais, parce que c'est à 128 c'est le kilomètre 128 et la course en fait 268. Voilà, toi qui maîtrises bien les maths, Geoffrey, je te laisserai faire le calcul. En effet, ça, ça dépasse pas la mi-course. c'était pas ça il y a 2 ans. Enfin, c'était quelle distance? Il y avait tout, Mats Pedersen, Kung et tout qui étaient partis. Bah, c'était il y a 2 ans, ouais, la victoire de Pogacar où Pedersen avait, enfin, il y avait un groupe qui avait anticipé, notamment Pedersen, qui s'était fait reprendre dans le dernier passage du vieux Quarmont, il me semble. Et l'année Ça- dernière, Pedersen balance sa grosse mine dans les premiers monts, très loin de l'arrivée. Après, mais si une course un peu plus d'observation, d'attente des outsiders qui passent devant et qu'il y a la moitié du peloton qui est à pied dans le Koppenberg, je prends aussi. Hein. Tant qu'il y a des belles images. Bah, c'est l'avantage du Tour des Flandres, c'est que ça peut péter à n'importe quel moment, et si ça pète pas avant le Koppenberg, tout le monde veut pas savoir le passer à vélo, donc ça fait. Ah oui, ça, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Ouais, ça, je veux bien te croire. Et donc du coup, faut pas s'arrêter à à un duel Van Der Poel-Pogacar. Certes, il y a peut-être 90% de chances que la victoire revienne à l'un des deux, mais une Flandrienne est par nature une course ouverte. Ouais, et puis il y a une telle tension avec le placement en permanence. C'est-à-dire, quand on avait mis en avant un duel Pogacar et Evenepoel sur un Liège-Bastogne-Liège, il n'a pas eu lieu pour des raisons pas, pas complètement sportives, on va dire. Donc bon, Mais voilà, ils ont pas réussi à s'affronter sur la route l'un contre l'autre pour diverses raisons, en effet. Mais on va dire, si on revient un peu, notamment sur, vous l'aviez un petit peu évoqué, l'affrontement entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Sur le Tour des Flandres, il y en a eu deux. Van Der Poel a gagné en 2022, Pogacar a gagné en 2023. Si on essaie de rentrer un petit peu plus dans le détail, dans l'analyse, qu'est-ce qui a changé déjà pour eux et pour ce qui se passe autour d'eux, de manière globale? Pour eux, ils sont plus forts, juste. En tout cas, on a l'impression que les deux poussent plus de watts qu'avant. Et autour d'eux, ce qui a principalement changé, c'est que la Visma est quand même moins forte, moins ultra favorite, même si elle reste très forte, on l'a vu sur justement à travers les Flandres. Mais elle semble moins dominatrice et il n'y a aucun coureur qui part favori au même niveau que Van Der Poel et Pogacar. Alors que Van Aert, il y a encore 2 ans, ouais, il partait favori au même titre que Van Der Poel Pogacar, quoi. Donc, pour moi, c'est ça de moins à se préoccuper pour eux et une équipe à surveiller en moins. Enfin, même si évidemment Visma tentera des choses, mais c'est plus un collectif avec un très bon coureur, enfin un ou deux très bons coureurs. Euh, Quand je dis très bon encore, c'est même pas assez pour dire qu'ils sont excellents. Euh, mais il n'y a pas une individualité aussi forte que ce que peut représenter Pogacar ou Van Der Poel. Donc, ouais, ils vont être un peu comme les Lidl Trek, au final, cette année, et être très bon, très gros outsiders, mais ce sera pas une préoccupation, en tout cas, pour les deux zigotos.
Johan, est-ce que tu partages l'analyse de Titouan sur le côté où Van Der Poel, Pogačar sont encore plus forts et derrière le bloc qui pouvait vraiment venir les embêter, à savoir la maintenant Visma Lease the Bike, n'est plus tellement au niveau, à leur niveau en tout cas. De toute façon, le problème, c'est pas tellement de l'équipe être à leur niveau, c'est d'avoir des coureurs qui sont à leur niveau. Là où un Wout van Aert, effectivement, a un peu perdu les roues sur le côté Pogačar et Mathieu Van Der Poel est plus capable de suivre. Après, le collectif, je trouve toujours que c'est le plus gros collectif. Un Jorgensen, il est monstrueux, ils peuvent toujours faire des choses, c'est toujours la plus grosse équipe. Donc, je trouve pas qu'il y a un gros changement dans les dynamiques d'équipe, il leur manque la porte, mais ça change pas grand-chose au constat général. Et Mitch, je dirais qu'une chose qui a changé, par contre, c'est que UAE est devenu une grosse équipe en face. Et que eux, potentiellement, du coup, ils ont des cartes. Enfin, ils vont pas les utiliser parce qu'il faut courir n'importe comment, mais ils ont des cartes qu'ils pourraient utiliser pour avoir une cause d'équipe collective et une dynamique un peu différente entre juste on se met devant, on roule et puis Pogačar il mettra sa mine à 40 bornes de l'arrivée, quoi. Oui, parce que tu parles du collectif UAE. L'année dernière, ils font 3-4-5 avec Nils Politt, Mikel Biarg, Antonio Morgado. Et puis pour cette année, on rajoute aussi Florian Vermeersch, Jonathan Narvaez et Timo Lenz. Oui, c'est assez monstrueux. C'est assez costaud quand même. Est-ce que c'est à dire que l'équipe UAE a la plus grosse équipe globale au départ de ce Tour des Flandres? Je dirais oui, mais en fait c'est une question de comment tu utilises ton équipe en fait, parce que si tu utilises toujours tous tes coureurs comme équipiers, ça marche pas forcément, et puis t'as des dynamiques d'équipe qui marchent bien, parce que tu regardes l'équipe Alpecin, ça ressemble pas, c'est pas impressionnant du tout quand tu regardes la start list, mais c'est toujours très très efficace quand il faut sur les grandes classiques. Donc après c'est vraiment de comment tu vas pouvoir utiliser tes coureurs. Par exemple sur à travers la Flandre, un Fini qui a extrêmement bien servi pour pouvoir lancer les autres. Les trois coureurs dans l'échappée décisive, voilà, c'est comme si c'est bons coureurs au bon moment. Après, si t'as des coureurs qui sont forts mais qui restent un peu en retrait, qui vont faire 7, 8, 9 à la fin, ça sert à rien non plus. Donc, après, c'est une gestion de ton équipe, décider à quel moment tu utilises tel coureur, quel endroit tu donnes des dynamiques, est-ce que tes coureurs ont le droit d'aller dans les échappées et jouer un peu leurs cartes pour mettre la pression sur les adversaires ou pas. Donc après, voilà. Mais en tout cas, oui, s'ils veulent canasser la course, eux, ils ont de quoi de canasser la course aussi. Donc. Il y a de quoi faire. Il y a du cadenasser, ça va peut-être être compliqué avec le vent fort qu'il y a et qui va être de dos dans certaines parties en amont des monts et des pavés. Donc ça. C'est quoi? C'est un vent qui va plutôt venir de la mer, du coup, si on essaie de comprendre, c'est-à-dire toute la partie de Bruges à Oudenaarde. Non, il va venir des terres. Donc en fait, la première partie où quand il quitte Bruges, le vent va être 3/4 face. Ah, d'accord. Mais quand ça va tourner, quand ça va prendre, dès que ça va prendre plus vers le sud ou le sud-ouest, le vent va être de dos ou 3/4 dos. Ok. Donc il y a plusieurs moments où ça pourrait bien bouger. Et j'ai en tête par exemple toute la zone autour du pavé de Dorn, qui est le premier pavé juste avant de traverser Oudenaarde, et la longue ligne droite en sortie d'Oudenaarde vers le premier passage de Quarmont. S'il y a des équipes qui veulent mettre le bazar là, ça peut largement être possible. Je pense aussi la partie Molenberg-Padestrat où il y aura un vent qui sera plutôt défavorable. Mais c'est un secteur qui se prête bien au bourrinage, surtout le Padestrat dans ce sens-là. Mais dans la foulée, il y aura quasiment demi-tour pour aller approcher le Berendries. Et là encore, ils vont se prendre un vent de dos. Donc, il y a plusieurs endroits vraiment qui sont pas, qui peuvent permettre des courses différentes de juste on bourrine sur le pavé ou on bourrine dans un mont. Donc, il faudra peut-être être un petit peu plus subtil que cette stratégie du bourrinage dans le vieux Quarmont, dans le Paterberg. Parce que c'est pas impossible d'avoir Pogačar tout seul devant au milieu des Jumbo et des Trek et tous ces équipiers derrière dans un groupe qui essaye de rouler pour revenir. Bon, en tout cas, on sait que Pogačar, généralement, quand il y a des bordures, il est plutôt devant. Ça, c'est quelque chose maintenant, aujourd'hui... Tu mets 900 watts pendant 2 minutes et puis tu reviens sur le groupe devant et puis c'est bon. C'est plutôt facile pour lui. Avant de revenir sur les coureurs autres comme Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar qui pourraient venir s'immiscer, si on regarde uniquement ces deux coureurs qui semblent donc du coup quand même sur le papier les deux principaux favoris, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression de dire de conneries là-dessus,
qui peut avoir l'ascendant entre les deux? Est-ce que Mathieu Van Der Poel peut avoir un petit peu l'ascendant par sa victoire à Milan-San Remo? Est-ce que Tadej Pogačar peut avoir un petit peu l'ascendant par le fait qu'il a gagné le dernier Tour des Flandres lorsqu'ils s'y sont affrontés? Ça peut être quoi un petit peu l'équilibre des forces comme ça avant d'aborder ce Tour des Flandres? Compliqué à dire entre les deux. Qui permettra un, je pense que c'est vraiment 50-50 si on limite à ces deux-là. Physiquement, UAE a un collectif plus costaud, mais dans la manière dont la course va être gérée, c'est Alpecin qui a un petit avantage. En termes d'intelligence de course, en termes de répartition des rôles. Enfin, je parlais de bordure il y a quelques minutes. Un Sylvain Dillier peut faire très très mal s'il faut envoyer les watts en tête de peloton sur le plat, loin de l'arrivée. Mais ça, l'intérêt de la course, c'est qu'il y a ces deux coureurs-là, il n'y en a pas un qui est au-dessus du lot. On n'est pas non plus sur un niveau de Milan-San Remo où ça reste beaucoup plus ouvert, parce que la course n'est pas difficile, là, avec ce final, le Koppenberg pas loin, l'enchaînement Kouarmont-Patersberg dans le tout final. Oui, forcément, ça favorise des coureurs costauds, mais... C'est-à-dire qu'en gros, on devrait avoir un duel, ça peut être ouvert, mais pas non plus énormément moins que sur un Milan-San Remo, en effet. Ouais, c'est beaucoup moins ouvert que Milan-San Remo, Tour des Flandres, parce que Milan-San Remo, il y a vraiment beaucoup plus de coureurs qui peuvent gagner, là. Quelqu'un qui est très très fort, parce qu'il faut être quand même très fort pour le gagner. On parlait de Casper Asgreen quand il le gagne, il fallait quand même... Il était monstrueux. Fallait quand même le suivre. Mathieu Van Der Poel, Alberto Bettiol, personne ne l'avait prévu, mais il était un des plus forts ce jour-là aussi quand il gagne en 2019. Oui, on gagne pas le Tour des Flandres par hasard, quoi. Ouais, voilà. On a l'impression que c'est complètement un autre monde. Alberto Bettiol qui gagne, qui gagne le Tour des Flandres, on a l'impression que c'était il y a 15 ans, mais non, c'était... Ouais, ça va faire... il y a 6 ans. Ouais. Ça va faire 6 ans seulement, ouais. La période avant Covid paraît tellement loin, il s'est passé tellement de choses, on est sur des états, des hiérarchies tellement différents d'avant. Même un changement général de génération, parce que les années 2010, on avait les Sagan, Terpstra, Van Avermaet qui étaient là et là. Oui, puis 2019 par exemple, c'est le premier Tour des Flandres de Mathieu Van Der Poel. Pour prendre un peu la marque. Il fait 4ème, son pire résultat. Vraiment. Vraiment dommage. Alors c'est dire aussi si quand même Mathieu Van Der Poel, le Tour des Flandres lui va bien. Surtout que cette année-là, il a son guidon qui casse dans la descente du nouveau Kouarmont avant de remonter le nouveau, donc il n'était pas dans les meilleures positions au moment d'aborder la partie clé du final. C'est sûr. Titouan, comment est-ce que tu jaugerais, toi, l'équilibre ou le déséquilibre qu'il peut y avoir entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar? Je ferais parler de plutôt 50-50. Est-ce que t'es plutôt sur une échelle de ce genre? Ouais, assez. Parce que les deux ont leurs atouts. Et bon, je dirais pas ils sont pas spécialement de défaut, on va dire. À la limite, on peut se dire que Van Der Poel, il a pris un petit ascendant psychologique en remportant San Remo et le 3. Alors que Pogačar ne s'est pas aligné sur le 3, mais voilà, il a quand même été battu par Van Der Poel en Italie. C'est le seul truc où on peut se dire peut-être que Pogačar va courir un peu plus foufou, moins serein. Mais les deux semblent à peu près aussi forts. Peut-être que Pogačar sera meilleur dans les monts, mais ça, c'est à voir. Enfin, vu la longueur des difficultés, c'est dur de se dire vraiment qu'il sera supérieur. Il n'y a que sur le Kouarmont où il pourrait décrocher Van Der Poel, mais vu le niveau du Néerlandais, ça paraît vraiment pas dit. Donc, ouais, puis il y a les questions des équipes où, comme Geoffrey a dit, elles sont toutes les deux à un très très haut niveau. Donc, avant la course, c'est vraiment la seule indécision qu'il y a. C'est qui des deux va pouvoir faire la différence sur l'autre. Au moins, on a une indécision. Hein. Par exemple, le 3 classique, vous disiez que Mathieu Van Der Poel était favori, il a gagné. Là, on a une indécision. 2 coureurs, et puis après, peut-être aussi le reste. Si on regarde au niveau tactique, on a pu voir notamment Tadej Pogačar en conférence de presse ce jeudi, après les premières reconnaissances du parcours. Tadej Pogačar qui
qui disait par rapport à justement cet affrontement avec Mathieu Van Der Poel, on doit rendre la course difficile et peut-être qu'il sera fatigué à la fin. Je le serai aussi, mais la différence sera peut-être plus petite. Johan, est-ce que pour toi c'est là qui est la clé pour Tadej Pogačar de vraiment durcir un maximum la course pour faire en sorte que Tadej Pogačar fasse davantage parler ses qualités et notamment dans le Vieux Quarmont qui est une montée qui est plus longue que les autres? Bah, en fait, ça dépend quel est son objectif, mais par exemple, Pogačar est un bon sprinter. C'est un très mauvais sprinter en bout de course, donc dès qu'il est un peu fatigué, ses sprints, ça va plus. Donc, par exemple, est-ce qu'il faudrait pas qu'il arrive hyper frais dans le final et qu'il ait le jus pour pouvoir contrer un Van Der Poel sur un sprint ou enfin. Parce que c'est bien de se dire c'est dur et du coup peut-être que je vais réussir à le lâcher, mais s'il le lâche pas, en fait, il va perdre. Donc, est-ce que la meilleure tactique c'est vraiment de se dire faut qu'on fasse une course d'énormes bourrins, qu'on se retrouve tous les deux face à face et que je me fasse encore fumer? Ou attends, j'ai une équipe qui est hyper forte, je vais essayer de le piéger, je vais l'obliger à bosser à bosser, à pouvoir le contrer à un moment et à faire des choses plus intelligentes. Pogačar il sait pas faire ça, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de se dire bah ok là, le but c'est peut-être course. De toute façon il a déjà gagné le Tour des Flandres en plus. On va faire gagner l'équipe et on va courir en équipe et faire des choses intéressantes avant de se dire bah on pète tout et puis je suis en 1 contre 1 et puis on va voir ce qui se passe quoi. Donc ça, toi, tu y crois à avoir l'équipe UAE qui tente Non. de jouer plusieurs cartes et qui ne mise pas tout sur Pogačar? Je pense qu'il y aura des UAE dans des échappées qui roulent au tronc et puis il y aura un peu les UAE derrière qui font non mais vous avez vu des mecs et puis dès qu'il faudra rouler ils rouleront à la place de Alpecin mais Bah, surtout qu'on a vu dans les précédentes Flandriennes, quand UAE se mettait à rouler, c'était juste pour faire du bourrinage à des endroits où c'était pas utile. Je sais plus c'était dans laquelle, mais le démarrage collectif sur le Langemunte, alors que c'est un pavé qui est plus large qu'une route départementale française moyenne, avec un vent 3/4 face, et où dans la foulée, t'as 30 bornes, dont 10 qui sont à l'abri derrière des arbres. C'est bien beau de vouloir durcir la course, mais si tu la durcis à un endroit où c'est pas utile de la durcir, tu vas te retrouver être complètement cramé dans le final. Oui, il faut savoir utiliser sa force à bon escient. Et l'intérêt des Flandriennes, c'est qu'il faut réfléchir à l'endroit où on le fait, si on anticipe. Parce qu'en vrai, pour Pogačar, pour moi, je pense pas qu'il a intérêt à anticiper. Hein. Tu penses Ça que reste groupé. c'est quoi l'intérêt de Pogačar pour gagner face à Mathieu Van Der Poel? Sur quoi il peut jouer? Une élimination progressive de l'arrière dans les premiers monts, et le dernier passage de Quarmont, il balance les watts et il se met à fond sur toute la longueur. Donc plus en gros d'attendre le dernier passage du Vieux Quarmont et de pas attaquer avant, de pas forcer la décision, à la limite suivre Mathieu Van Der Poel, mais tout miser sur une attaque dans le Quarmont. Pour Pogačar, je pense que c'est ça qui optimiserait les risques, parce que comme il le disait, quand c'est des sprints en bout de course face à Mathieu Van Der Poel, c'est au risque de pas l'avoir. Ou alors, s'il se sent très en confiance, balancer plein d'attaques non-stop et voir ce qui se passe. Mais le problème, c'est que si... c'est un débat qu'on avait déjà eu, quoi. Pogačar, quand il n'est pas le plus fort, il sait pas gagner. Bon, heureusement pour lui, il est très souvent le plus fort. Oui, 95% du temps, on va dire. Mais les Flandriennes, ça laisse pas droit à l'erreur, quoi. Oui, sur et les Pogačar l'a bien vu lui-même il y a 3 ans. Oui, il y a peut-être plus besoin de cet aspect tactique sur les Flandriennes. Certes, c'est notamment sur le Tour des Flandres, vu le parcours qu'on a surtout à la fin, c'est des courses qui mettent en avant les meilleurs, mais il suffit pas d'être que le meilleur, il faut aussi savoir faire parler les gens au bon moment, appliquer la tactique. On a parlé de la tactique pour Pogačar, à l'inverse, Mathieu Van Der Poel, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que y a un côté où il peut se dire limite, moi, si j'attends le sprint, qu'on ait 15 à Oudenaarde, ça me dérange pas? Alors, il pourra avoir ça, mais je pense un full gaz et bordure après 60 km de course, qui se retrouve à piéger la moitié des outsiders et 3-4 coureurs du AE, c'est pas surpris. Ouais, voilà, tu t'attends davantage à tout concernant Van Der Poel que concernant Pogačar. Ouais, et puis c'est même au point, plus je vois la météo, plus je me dis que je vais vraiment partir tôt pour arriver à Quarmont pour être sûr de voir s'il y a des bordures dans la 2e heure de course.
Donc ça, c'est un message pour ceux de l'équipe du groupe Eto qui rejoindront Geoffrey pour le Tour des Flandres. Il faudrait être à 7h à Lille. Pour être... C'est l'avantage, c'est qu'ils vont tellement vite depuis quelques années que le départ de Bruges, enfin, voilà, c'est à Bruges, ils le font à chaque fois un petit peu plus tard. Donc, Ah bah ouais, c'est d'année en année, on augmente la vitesse. Titouan, pour finir un peu sur tout cet aspect tactique, toi, qu'est-ce que tu verrais comme tactique la plus appropriée pour Mathieu Van Der Poel face à Tadej Pogacar et aussi face aux autres, hein, parce que il y a pas que Pogacar. Faut pas se tromper de duel non plus, peut-être. C'est dur à dire parce que d'un côté, s'il anticipe, c'est sûr qu'il va se faire suivre directement. Enfin, il va être marqué, enfin, comme pas possible. Les deux vont se renifler toute la journée, je pense. Donc, anticiper, ce sera compliqué. Et jouer l'attentiste, ça peut lui jouer des tours, justement. Mais ouais, j'aurais tendance à dire anticiper, essayer de s'isoler avant, éventuellement retrouver des équipiers, etc. Et peut-être jouer le surnombre, histoire de pouvoir maîtriser Pogacar et que ce soit pas juste un concours de watts, qu'il puisse le rattraper, même s'il s'envole dans le Kouramon ou le Paterberg, même le Koppenberg, parce qu'on sait très bien que Pogacar il peut faire un raid à partir de Koppenberg, ça lui pose pas de soucis. Donc ouais, essayer d'avoir un équipier avec lui et de jouer la maîtrise, de lui se reposer pendant que Pogacar roule, quoi. Bon, on sait que ça se passera pas comme ça, mais pour moi, ce serait plus ça. Et, s'économiser le plus possible pendant que Pogacar il roule comme un dératé et il adviendra que pourra. En tout cas, bon, il y a divers choix. Puis on sait que tous les deux ont pas mal de cartes en leur possession. Hein. On a pu le voir par le passé. Il y a peut-être juste la carte sprint que Pogacar n'a pas. On va dire, ça serait peut-être le seul point qu'on peut dire sur l'aspect tactique au total pour Van Der Poel et Pogacar. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça? Oui. Très bien. Merci, Johan. Bon, on va quand même élargir un petit peu le panorama et regarder les autres coureurs que Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que peut-être il y en a qui peuvent tenter de se mêler à la lutte, tenter de faire quelque chose, avoir un rôle relativement clé quand même à jouer dans ce Tour des Flandres? Mats Pedersen et Wout van Aert, ils vont pas être complètement absents des débats non plus. Ils sont a priori sur le papier inférieurs à Pogacar et Van Der Poel, mais ce serait surprenant de ne pas les voir là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour parce que l'objectif... On veut dire 3 et 4 pour la vanne. Non, mais parce que l'objectif forcément c'est toujours d'essayer de gagner le Tour des Flandres, en tout cas pour des coureurs de ce calibre. Si on se dit il y a une possibilité d'aller chercher de la victoire, qu'est-ce qu'il faut faire pour Wout van Aert et la Visma, pour Mats Pedersen et la Lidl Trek? Ils ont deux équipes qui sont très fortes aussi, donc ça peut essayer de jouer là-dessus, mais je pense que c'est deux équipes qui ont plus intérêt à essayer d'anticiper pour essayer de réduire les effectifs d'Alpecin et UAE. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, c'est pas dit, mais... Et d'anticiper avec le surnombre, avec plusieurs coureurs. Visma, vous en avez parlé. Lidl Trek, il y a Jasper Stuyven, Tom Schoens aussi. Il faut compter sur ça. Il y a de quoi faire en tout cas. Donc, puis c'est... Enfin, Van Aert sur le Tour des Flandres ou Mats Pedersen en général, c'est pas des coureurs qui viennent juste pour jouer placé, donc... Oui, ça borine bien en tout cas. Johan, toi, qu'est-ce que tu pourrais voir comme tactique, comme mise en place pour tenter d'aller chercher la victoire pour les coureurs qui ne sont pas Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, qui ne sont pas chez Alpecin et UAE? Bah, moi, l'idée, ça serait d'essayer d'obtenir un sprint. Parce que c'est plus aléatoire, entre guillemets. C'est plus aléatoire, t'as un peu plus de chance. De toute façon, je vois pas un monde où Pogacar ou Van Der Poel sont pas dans le groupe de tête à l'arrivée. L'un ou l'autre. Après, justement, le but, c'est finir sur un sprint, comment est-ce qu'on peut y arriver? Alors,
Tu vois la tactique de l'équipe de France sur les championnats du monde. Tu fais attaquer un outsider favori à 180 bords de l'arrivée, quelque chose comme ça. Non, mais effectivement, le problème c'est qu'ils font anticiper, mais en fait, font anticiper en prenant de la marge, donc c'est compliqué. Effectivement, il faut réduire les équipiers le plus tôt que tu puisses, isoler les leaders, les mettre dans des situations où ils vont se retrouver à ne pas rouler pour pouvoir faire monter un écart, mais en même temps, si tu fais attaquer un gros cours, bah, probablement qu'ils vont sauter aux fesses derrière, donc c'est compliqué comme manœuvre. Il y a un côté où tu es obligé d'envoyer des outsiders devant, parce qu'ils ont assez de force pour tenir jusqu'au bout, donc c'est compliqué comme schéma. Après, tu peux toujours essayer de compter sur le fait de déclencher la course très tôt et que les deux s'affaiblissent un peu et les tenir sur une course d'endurance, peut-être avec des énormes bourrins genre Mats Pedersen, mais ça reste difficile de toute façon. Titouan, toi, est-ce que tu penses qu'il y a un coup à jouer et Geoffrey et Johan ont évoqué notamment Mats Pedersen et Wout van Aert, qui pourrait essayer d'un moment tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'il y a un autre coureur ou ça va se jouer principalement sur Wout van Aert et Mats Pedersen derrière pour tenter de jouer quelque chose? Mon cœur me dit Stefan Kung, mais je le citerai plus pour Roubaix, lui. Après, en vrai, il y a une petite... au-delà de Van Aert et Pedersen, il y a quand même une petite pléthore d'outsiders qui peuvent faire une place dans un top 5. Je pense à Nelson Powless, Michael Jorgensen, puis même les équipiers UAE et voilà. Mais sincèrement, en fait, je vois pas un monde où il y a un coup à jouer pour la victoire pour d'autres coureurs que les deux énormes favoris. À moins que les deux tombent et se cassent un truc, parce que même s'ils tombent, on se souvient que Pogačar sur l'Estrade, ça l'a pas dérangé, Van Der Poel sur les mondiaux, ça l'a pas dérangé. Donc on peut même pas compter sur une chute, en fait, pour qu'ils perdent. Donc franchement, à part gros coup du sort, qu'il y ait plus de monde parce qu'il y a un scénario improbable, je pense que c'est quasi impossible d'imaginer un scénario où d'autres coureurs peuvent gagner. Après, je pense que, comme Geoffrey et Johan disaient, anticiper, etc., ça peut permettre de lisser l'effort et de se donner une chance, mais tous les scénarios tactiques qu'on imagine, ils vont être rabattus par une attaque nucléaire à 80 km de la ville. Donc, non, mais c'est ça qui est terrible. Enfin, c'est pour ça, moi, j'ai l'impression de dire ça depuis le début du podcast, d'être un peu aigri, désabusé, mais il y a vraiment ce côté-là où. Donc en fait, toi, Enfin, elle doit être terrible. Toi, t'es plus sur le côté où tu t'attends à ce que Van Der Poel ou Pogačar ou les deux ensemble écrasent les pavés, écrasent tout un moment, rendent les pavés tout plats et que ça devienne du bitume, et que du coup personne en face ne soit en mesure de faire quelque chose, même s'il y a anticipation, même s'il y a quoi que ce soit. Moi, je mise clairement sur une avance de minimum une quarantaine de secondes sur le deuxième à l'arrivée, parce qu'ils se seront regardés pendant le sprint et que voilà, et que avant à la Flamme Rouge ils avaient mis une d'avance. Donc moi je pars de ce principe. Il n'y a rien qui a montré qu'ils avaient une faiblesse en fait. Il y a que Vingegaard qui a battu Pogačar, il y a que Pogačar qui a battu Van Der Poel. Bon, l'équation maintenant elle est compliquée quoi. Et il y a que Pogačar et il y a que Van Der Poel qui a battu Pogačar sur les classiques. Donc ouais, en effet. Bon, vous avez quand même l'air de plutôt rester sur ou Mathieu Van Der Poel ou Tadej Pogačar pour la victoire. Après derrière ça a l'air quand même, si on se dit que la victoire se joue entre deux, que si tout se passe bien ils prennent la première et la deuxième place, derrière par contre c'est quand même très ouvert. C'est plus ouvert, et puis surtout comme les outsiders devront utiliser des tactiques un peu audacieuses pour essayer de jouer, probablement. Ça laisse aussi de la place à ce qu'il y ait des coureurs différents, type Mozzato, qui viennent faire des choses, quoi. Ouais, donc on peut avoir des surprises sur le podium. De toute façon, Pogačar et Van Der Poel ne pourront pas prendre les 3 places sur le podium. Ça... Ils occuperont de la place médiatique, peut-être qu'ils auront toutes les caméras sur eux, qu'on verra pas grand chose derrière, mais
il restera au moins une place sur le podium. Ça, c'est la seule certitude qu'on peut avoir avant le départ de ce Tour des Flandres. Un petit mot. Sur le Tour des Flandres, en plus, il y a toujours des personnes qu'on voit pas du tout de la journée, qui sont à l'économie et qui d'un seul coup, dernier passage de Quarmont, ils sont dans les 10 premiers du peloton. Ah, tout à fait. Je sais pas trop comment, pourquoi, et d'un seul coup, ils sont là et ils se retrouvent à jouer les places dans le top 10. Oui, ça fait partie presque limite du principe du Tour des Flandres. Justement, par rapport à ça, je me souviens, j'avais entendu Valentin Madouas dans le podcast de l'équipe qui disait, moi, mon but, c'est vraiment les premiers passages, notamment le premier Quarmont, tout ça, de rester un peu en arrière, et plus ça va avancer, plus le peloton va perdre des unités, et moi, je sais que j'aurais économisé, entre guillemets, de l'énergie sur les premières vraiment vraies difficultés, à monter entre guillemets moins vite, parce qu'après le peloton se reforme, et qu'au fur et à mesure, je vais rester caché, et au fur et à mesure, il y aura plus grand monde pour me cacher, et après je vais être là pour aller faire une très bonne place. Donc ça peut faire partie des stratégies à appliquer, en tout cas pour venir aller décrocher un bon, voire très bon résultat sur le Tour des Flandres, en effet. Ça reste quand même acquis tout double, d'essayer d'avoir ce genre de stratégie-là quand tu vises une vraie place d'honneur. Oui, bien sûr, mais ça peut faire partie du panel de stratégie, et comme tu l'évoquais, c'est ce qui explique aussi qu'il y a des coureurs qu'on ne voit pas et qui tout d'un coup sont dans les 5-10 premiers au sommet du Vieux Quarmont, qui vont faire top 10, top 5, voire podium à l'arrivée. Typiquement Matthews l'an dernier. Ah, tout à fait. Enfin, avant qu'il soit déclassé. Oui. Mais oui, en effet. Un petit mot aussi sur nos coureurs français. J'avais cité Valentin Madouas qui parlait de son expérience. Si on regarde les résultats sur les 4 courses que j'avais citées en début de ce podcast, du meilleur français, sur l'Omloop Newsblad, c'est Paul Magnier qui fait 2e au sprint derrière Soren Warenschild. Sur le 3 classique, Valentin Madouas justement est 17e dans le groupe qui s'est joué la 10e place. On a Hugo Stetter qui est 5e de Gand-Wevelgem et Pierre Gautra 12e d'À travers la Flandre. Qu'est-ce qu'on peut espérer globalement pour nos coureurs français sur ce Tour des Flandres? Est-ce que peut-être un top 10, top 5, ça peut être jouable? Bon, top 10 pour Madouas, c'est envisageable, surtout qu'il semblait pas en si mauvaise jambe. Apparemment, il avait des problèmes de respiration sur À travers la Flandre, mais au niveau des jambes, ça avait l'air d'aller. Et lui, plus c'est long, plus il aime. Et là, ça va être 286 km. Donc, 268. Pour lui, pour un top 10. 268 km. 268, oui. Bon, ça reste quand même très long et ça va bien convenir à Valentin Madouas. Mais oui, tu t'es fait avoir par le visuel posté sur les réseaux sociaux par les organisateurs du Tour des Flandres qui avaient inversé le 6 et le 8. Forcément, tu rajoutes 20 bornes au Tour des Flandres, tu le sens quand même, je pense. Oh, reste plat, ça va. Plus ou moins. Si les 20 bornes que tu rajoutes, c'est une reboucle Vieux Quarmont Patarguer, c'est pas tout plat. Ouais, c'est pas la même. Ouais, Madouas c'est sa filière et je pense que ce sera lui la meilleure carte française à l'arrivée. C'est un peu la seule carte, parce que derrière, là, il n'y a pas d'autre coureur vraiment qui peut jouer une place d'honneur. Bon, un Pierre Gautra, ça peut jouer. Il a 22 ans, quoi. Oui, bah, écoute, Ayuso, il a le même âge, ça l'empêche pas de gagner des trucs. Ouais, mais c'est pas pareil en montagne ou sur les Flandriennes. Non, évidemment, mais à mes yeux, pour un fond de top 10, je pense que c'est pas, il n'est pas exclu. Voilà, pour formuler correctement. Juste par rapport à l'âge, l'an dernier, dans le top 10, on a Antonio Morgado qui avait 20 ans et Magnus Sheffield 21. Donc, faut pas prendre que l'âge en compte, évidemment. Même si, oui, Pierre Gautra, il y a aussi le côté expérience, savoir où se placer. Toi, Geoffrey, est-ce que t'es plutôt à te dire que, comme Johan notamment, c'est principalement, ou voire quasiment que sur Valentin Madouas que reposent les chances françaises dimanche? Ouais, je me dis que quitte à voir des Français, Quentin Betzel et Mathis Louvel seront peut-être dans l'échappée, mais pour un résultat final, ouais, j'avoue, j'y crois pas plus que ça. C'est vrai que je vois pas Baptiste Weistrofer dans la start list de l'auto, donc il pourra pas être dans l'échappée pour accompagner Quentin Betzel. Mais bon, du coup, Valentin Madouas,
rééditer le podium comme il avait pu le faire il y a 3 ans déjà maintenant, ça c'est faisable ou ça semble compliqué? Faut plus, en étant plus réaliste, un top 5? Il y a 3 ans, quand il le fait, il avait déjà des gros résultats un peu en amont. Là, cette année, il n'y a pas grand chose qui peut mettre en confiance avant ce round 2. S'il tient sa stratégie de rester derrière et d'espérer que ça aille et qu'il remonte, le problème c'est j'imagine tellement un peloton qui va se casser très tôt avec le vent, que pas nécessairement par vraiment un gros durcissement, mais juste avec le vent et tout ça. Donc sauf s'il se retrouve à être bien placé à ce moment-là et que ça fait vraiment une course d'usure et qu'ils sont 30 devant à 200 bornes de l'arrivée, là ça peut être son terrain, mais je serais surpris s'il est vraiment dans le coup pour la gagne. Agréablement surpris, et je prends, mais j'y crois pas plus que ça. Bon, de manière globale, vous n'êtes pas forcément extrêmement confiant pour nos coureurs français. On va dire que bon, si on fait le bilan, il va falloir bien regarder Valentin Madouas. Peut-être pas forcément s'inquiéter outre mesure sur le placement, parce qu'on sait qu'il a l'habitude de ne pas être très bien placé de manière globale. Et on verra, on verra au fur et à mesure de la course. Mais c'est vrai que c'est pas sur les Français que va reposer ce Tour des Flandres. Et c'est peut-être pas 2025 que l'on aura un successeur à Jackie Durand. Bah, quoique Jackie Durand, la manière dont il l'a gagné... Ah, il l'a pas gagné en favori, ça c'est sûr. Maintenant, bon, je pense pas qu'on va se retrouver à avoir une échappée qui se retrouve à avoir 17 minutes d'avance. Oui, voilà, voilà, je suis pas sûr que le scénario Jackie Durand, il puisse se produire en 2025. Il y a eu de sacrés changements depuis 1992. Pour finir tout ça, ça serait quoi donc au final votre pronostic pour le Tour des Flandres? Vous avez beaucoup dit que c'était Mathieu Van Der Poel ou Tadej Pogačar. Vous pencheriez vers quoi? Titouan pour commencer. Moi je dirais Pogačar pour la difficulté. Ok, je note Johan. On va parier sur... c'est un peu différent, il y a un sprint à 15 et c'est Binyam Girmay qui gagne. Voilà, je me doutais qu'il fallait que tu nous sortes quelque chose de ton chapeau. Après, à titre personnel, il n'y a qu'un seul coureur que j'ai envie de voir gagner, c'est Stefan Kung, mais... ou une surprise d'un coureur qu'on n'attend pas, mais... Bah, Girmay, ce serait une surprise. Bah, après, si dans un groupe de 15 qui sprint, pas forcément, mais... Oui, bien sûr, mais on va dire, si tu fais ton pronostic... Ah oui, je pense que dans les cotes, il doit être très très haut, là, mais... Je pense qu'il y a que Pogačar et Van Der Poel qui sont pas très très hauts, en effet. Et Geoffrey, pour terminer, même si j'ai ma petite idée sur son pronostic. Ouais, Mathieu Van Der Poel. Voilà, évidemment. Bon, bah, je reviens vers toi, Johan, puisque on a égalité un partout entre Van Der Poel pour Geoffrey et Pogačar pour Titouan. Si tu dois forcément choisir entre Van Der Poel et Pogačar, tu ferais pencher la balance de quel côté pour ton pronostic? J'ai peur que Pogačar soit trop fort. Donc plutôt Pogačar. Plutôt Pogačar. Et qui parte de loin. De loin, je sais pas, mais j'ai peur de voir le faire péter Van Der Poel de la roue, quoi. Ok. Eh ben on note, on verra ça. J'en profite rapidement quelques minutes puisque c'était aussi quand même l'une des actualités de cette semaine, de ces derniers jours. Concernant justement Tadej Pogačar, on a appris qu'il allait participer pour la première fois à Paris-Roubaix. C'est qu'il faut remonter à Bernardino pour avoir un vainqueur du Tour de France remporté Paris-Roubaix. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire quelque chose, Tadej Pogačar, sur Paris-Roubaix, qui sera donc une semaine après le Tour des Flandres? Il peut le gagner. Il peut le gagner, carrément. Toi, même si ça sera sa première participation, il n'y a pas de souci, Pogačar... Il y a déjà eu des podcasts précédents où je disais que pour moi, il a plus de chances de gagner Paris-Roubaix que de gagner Milan-San Remo. Ça veut pas dire pour autant que Pogačar peut gagner dès sa première participation à Paris-Roubaix. Si. L'équipe qu'il a pour être bien sur les pavés, ce que lui a fait sur les pavés, sur l'étape du Tour, t'as pas l'air de le déranger plus que ça. Toi, Johan, t'as l'air un petit peu moins confiant sur la faculté à voir Pogačar gagner Roubaix dès sa première participation. En fait, le problème, c'est pas Roubaix, c'est Mathieu Van Der Poel. C'est un peu une problématique que sur les autres courses. S'il n'y a pas Mathieu Van Der Poel, honnêtement, Pogačar, pour moi, il part d'un Roubaix en favori. Hein.
Il y aurait encore un Wout van Aert au top de sa forme, des choses comme ça pour voilà, mais la puissance qu'il a, quand même la certaine maîtrise du vélo après, et probablement que les gens vont pas aller trop le frotter pour être à l'entrée des secteurs pavés non plus, donc il arrivera à trouver sa place et à rester placé. Donc c'est pas la course forcément, il y a plein de trucs à appréhender qu'il aura du mal à appréhender et tout ça, mais il a suffisamment de capacité physique pour compenser tout ça. Et après aussi, est-ce que ça te semble intéressant de voir le vainqueur sortant du Tour venir participer à Paris-Roubaix, puisque ça n'a pas été vu depuis Greg LeMond en 91. Donc voir comme ça Tadej Pogačar, qui est le vainqueur sortant du Tour de France, se dire j'ai envie de faire Roubaix, je vais le faire, avec en plus le maillot de champion du monde, ça te titille, ça t'intéresse? Si on nommait le contexte général, oui. Non, mais après qu'un coureur aille faire Paris-Roubaix, c'est toujours hyper chouette qu'il y ait cet amour du cyclisme, de se dire comme cette course elle est spéciale et j'ai envie d'y aller et j'ai envie de participer aussi à ce truc de débile. Donc c'est un petit peu, c'est bien résumé Paris-Roubaix, oui. Bah c'est ça. Hein. Des routes goudronnées, non mais c'est n'importe quoi. Tu vois les trucs de tracteur là, bah vas-y. Non, mais de toute façon, c'est comme quand ils ont créé le Paris-Roubaix féminin et que tout le monde voulait aller dessus parce que c'est spécial. Il y a une aura à la course qu'il n'y a pas ailleurs et forcément, tu as envie de participer dessus. Là, il y a en plus l'avantage que pour le coup, on ne sait pas s'il va gagner. On ne sait pas ce qu'il va y faire, on ne sait pas ce qui peut lui arriver. Et sur le côté accident et tout ça, c'est la course, c'est vraiment aléatoire et il peut se passer des trucs intéressants. Il peut se retrouver pris, piégé, devoir remonter. Enfin. Là, et pour le coup, il n'y a pas trop le côté ah non, il vient sur cette course, ça va gâcher la course. Donc c'est sûr que c'est un énorme plus, quoi. Geoffrey, toi, t'en penses quoi du fait que le vainqueur sortant du Tour vienne sur Paris-Roubaix? On sait que Paris-Roubaix, je sais, on est plusieurs à savoir que Paris-Roubaix te tient beaucoup à cœur. Le fait comme ça de voir je veux pas dire un grimpeur parce que Pogačar il est tout, mais un vainqueur de Tour de France venir sur l'enfer du Nord, ça fait quelque chose? Vainqueur du Tour ou coureur de grand tour en général, si on a en tête le petit grimpeur qui fait 60 kg et 1m40, effectivement, il va pas être génial à être secoué sur les pavés. Oui. Mais dès qu'on a du gros rouleur sprint, du gros rouleur grimpeur, ou du coureur de grand tour en général, j'ai jamais compris la pseudo-peur du pavé qui se retrouve à être dangereux, alors que... Ouais, alors que t'avais un Brice Feuillu qui faisait des top 20, quoi. Non, et puis pour moi, Paris-Roubaix, c'est pas spécialement plus dangereux qu'une descente de col. Ça peut même l'être beaucoup moins. Ça peut être dangereux si t'es pas à l'aise sur ton vélo et qu'il y a énormément de pluie, mais c'est pas ce qui arrive le plus ces dernières années sur Paris-Roubaix. Au printemps, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est ça, pour que les pavés soient mouillés, il faut que Paris-Roubaix soit au mois d'octobre ou que ce soit une étape du Tour de France. Oui, voilà, ou que la course n'ait pas lieu, parce que 2020, t'es pas loin d'être aux premières loges pour voir que il faisait pas terrible en avril. Il faisait pas terrible, mais il pleuvait pas. Il y a eu 3-4 gouttes à un moment, mais c'est pas de la pluie. Non, pour moi, oui, bien sûr, il y est. Et j'apprécie le fait qu'un coureur comme Pogačar décide d'y venir, comme j'avais apprécié quand Bradley Wiggins y avait été. Et j'aurais aimé que des coureurs comme Froome tentent leur chance dessus, ou autres, sur toutes Nibali, ces années. Nibali, mais Nibali, il aurait tellement dû y venir. Ouais, surtout vu le numéro qu'il avait fait en 2014 sur l'étape du Tour. Même un coureur comme Valverde, franchement, c'était loin d'être le type de coureur que j'appréciais, mais il aurait carrément pu y venir aussi. Et puis il y a une année où il était venu justement, peut-être 2018, je crois, il était venu un peu faire quelques courses pavées. Et il n'avait pas été ridicule, donc peut-être qu'il y avait quelque chose à jouer. Bon, en tout cas, je crois qu'au 21e siècle, on a eu que Bradley Wiggins après sa victoire sur le Tour et Geraint Thomas avant sa victoire sur le Tour comme vainqueurs du Tour qui ont participé à Paris-Roubaix. Chris Froome, il l'a pas fait dans ces années Barlow World. Oui, il a fait une fois, oui, genre 2008. Mais bon, dans ces années Barlow World, comme tu dis, c'était pas le même coureur que chez Sky.
On va terminer en revenant sur le Tour des Flandres, sur la course qui se passera un petit peu après les hommes, à savoir le Tour des Flandres féminin qui avait été remporté l'année dernière par Elisa Longo Borghini. Les 2 années précédentes, c'était Lotte Kopecky qui s'était imposé. Alors, qu'est-ce que ça va donner le Tour des Flandres cette année ? Si on regarde les courses récentes, par exemple, Elisa Longo Borghini, elle a remporté en solitaire à travers la Flandre ce mercredi, mais Gand-Wevelgem a été remporté par l'équipe SD Works avec Lorena Wiebes. À quoi on peut s'attendre peut-être Longo Borghini et Lotte Kopecky qui seront les principales favorites, ou il y a d'autres noms qui vous viennent en tête? Oui, c'est les 2 grandes favorites. Après, grande favorite sur le papier, parce que Lotte Kopecky, elle fait pas. Enfin, c'est assez difficilement perceptible ses résultats, comme il y en a très peu. Elle semblait pas au mieux à travers la Flandre, mais vu la force qu'elle avait dans le sprint final pour la 2e place, c'est assez difficile d'imaginer ce que ça va être. Et il y a plein d'outsiders dans plein d'équipes qui peuvent aussi être là. J'espère certaines coureuses comme Puck Pieterse qui pourraient être pas mal. J'espère toujours des trucs de Marianne Vos. Mais ouais, même si on a 2 noms qui ressortent du lot, on est loin de la situation côté masculin. Oui, c'est beaucoup plus ouvert, puis tu arrives à citer pas mal de noms qui auront quand même une bonne chance d'aller se chercher la victoire. Ouais, et il y en a beaucoup d'autres, et d'outsiders qui pourront aussi profiter de situations de course pour jouer leurs cartes. Donc ça promet, je pense, une belle course. Donc en tout cas, ceux qui iront voir le Tour des Flandres sur place, restez après le passage des hommes. On a l'habitude de voir les images du vieux Cormont qui s'est pas mal vidé après le dernier passage des hommes. Mais il y a encore une belle course derrière et limite encore plus serré. Johan, toi, à quelle course tu t'attends sur ce Tour des Flandres féminin? Eh ben, j'en ai aucune idée. Non, mais alors là, c'est pour le coup. Non, mais c'est vraiment très très dur à prédire parce que les tactiques d'équipe, est-ce que ça va vouloir anticiper ou pas? Est-ce que ça va pas s'enterrer derrière le peloton et une échappée va pas aller au bout? Est-ce que ça va bordurer? Est-ce que ça va pas bordurer? Est-ce que ça attaquera de loin? Est-ce que ça sera un peu course d'attente et tu auras encore un peu toutes les sprinteuses dans le coup? Est-ce que ça arrive pas à 12 pour la victoire? Est-ce que t'as pas Longo Borghini ou une autre coureuse qui finit toute seule? C'est pas... Là, pour le coup, je trouve que tu navigues un peu à vue. Probablement que, comme souvent sur le Tour des Flandres féminin, ça va se jouer un peu dans les monts et pas mal de courses d'usure et après les favorites devant, mais il y a pas d'évidence, surtout qu'il y a des équipes assez costauds, genre FDJ Suez et des équipes comme ça qui sont pas mal envie d'anticiper. T'avais en ce moment t'as Marianne Rosser qui est plutôt en forme, pareil, elle va vouloir anticiper. T'as Hélène Van Dijk qui est en forme, elle va vouloir anticiper. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Après, c'est assez, honnêtement, je sais pas trop dans quelle direction ça va aller avant la course, quoi. Donc c'est sur le papier très ouvert et c'est ça qui t'intéresse. Ah bah oui, ça m'intéresse beaucoup plus que l'autre course en face où on se demande si c'est l'un ou l'autre qui va gagner, quoi. Donc ouais, bon bah là en tout cas, si vous n'êtes pas en mesure de me faire une liste précise des favorites ou au moins favorites et outsiders mélangés, c'est qu'on est quand même plutôt pas mal. Mais on va te lister 20-25 personnes. Donc, si c'est pour lister la moitié du peloton, c'est pas la peine. En effet. Mais bon, d'un côté, c'est ça qui est bien aussi d'avoir des courses qui sont ouvertes et que ça soit pas entre 1, 2, 3 coureurs pour se jouer la victoire. Et, même si, forcément, il y a quelques coureuses qui sont plus favorites, plus attendues que les autres sur le papier. Il peut se passer beaucoup de choses encore sur ce Tour des Flandres. Et donc, quel serait votre pronostic? Bon, Geoffrey, je te pose la question par politesse, même si j'ai déjà contractuellement la réponse. Alors, je vais quand même parler, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais côté français, à voir comment elle s'est remise de sa chute d'un travers la Flandre, mais Victoire Berthaud, je me dis qu'il y a moyen qu'il y ait une belle place d'honneur. Ah, en effet, là pour le coup, il y a peut-être plus de choses à attendre pour la France sur la course femme que la course homme. Bah, s'il y a une course vraiment difficile, je pense qu'elle peut faire partie des 12-15 dernières concurrentes à être là.
J'aimerais beaucoup l'avoir dans la lutte pour la gagne, même si j'y crois pas complètement. Et mon pronostic, c'est l'Otokopeki. Ouais, voilà, la grande surprise. La grande surprise de tout le monde. Mais bon, on sait que... Surtout que, voilà, en plus, les deux... C'est aussi un peu le cœur qui parle pour l'Otokopeki, même si c'est pas que le cœur qui parle. Mais pour Mathieu Van Der Poel et pour l'Otokopeki, c'est le cœur qui parle, parce que je les ai vus briller en cyclocross, l'autre sur la piste quand ils étaient dans les rangs jeunes, et j'ai eu des coups de cœur pour ces coureurs-là à ce moment-là. Donc, ce sera avec grande joie que j'aimerais voir ces deux personnes obtenir seuls leur corps de victoire dans le Tour des Flandres, côté masculin et féminin. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi ça à jouer, entre guillemets. D'une certaine manière, chez les femmes, le record est à 2 victoires. Avec on a Elisa Longo-Borghini, Lotte Kopecky, qui peuvent toutes les deux aller chercher une 3e victoire. Mais aussi Annemiek van Vleuten, Judith Arndt et Myriam Melchers. Chez les hommes, Mathieu Van Der Poel est à 3 succès. Tout comme Fabian Cancellara, Tom Bonnen, Johan Museeuw, Eric Lehmann, Fiorenzo Mani et Achille Buis. Bon, on verra la semaine prochaine, début de semaine prochaine, ce qu'il en sera, si le record a été porté à 4 chez les hommes et 3 chez les femmes ou pas. En tout cas, pour revenir à nos pronostics, toi Johan, qui a peut-être un œil un peu plus neutre, on va dire, que Geoffrey, quel serait ton pronostic, sans aller chercher non plus une trop grosse cote, s'il te plaît? Alors, Margot Van... Non. Alors, je précise, c'est juste parce que... c'est juste parce que, avant ce podcast, j'ai recité Margot Van Pastenbeke, parce que depuis le mondial où il avait cité, il avait cité Margot Van Pastenbeke, je la vois partout, et à chaque fois je me dis, pas mal, on la voit dans les groupes de tête, sur Grand Game, trucs comme ça marche pas mal. Non, mais alors, je vais citer Puck Peters, parce qu'elle est quand même en forme, parce qu'elle est quand même capable de sortir des grosses montées de côte, et que ça peut aller vite au sprint, et que ça peut marcher dans plein de configurations. Puck Peters qui avait fini 6ème l'année dernière, dans le 2e groupe, qui s'était joué la 4ème place. Donc un petit step-up, et puis c'est vrai que forcément elle a une belle marge de progression, vu qu'elle est relativement récente sur la route, entre guillemets. Qui vient plus forcément du cyclocross. Elle a toujours que 22 ans. Hein. Aussi, évidemment. Mais quand t'as 22 ans et que tu t'es mis sur la route il y a une saison et demie, et 22 ans où ça et fait... pas complètement. Et pas complètement en plus, oui. Et 22 mais que t'as ans... déjà gagné sur le tour. Voilà, donc Puck Peters, c'est quand même quelqu'un. Et là, ouais. Il y a de quoi faire sur ce Tour des Flandres féminin. Et, voilà, j'ai dit Kopecky, mais si c'est Peters, je prends aussi. Si c'est Marianne Vos, tu prends aussi. Bon, ouais. Il y a beaucoup de monde, tu prends. Ah bah ces trois-là, franchement. Mais après, si c'est de l'outsider, il y en a plein qu'on aimerait voir gagner, donc c'est... Donc on a de quoi voir une course très belle, très animée en tout cas sur ce Tour des Flandres féminin dimanche, qui lui partira d'Oudenaarde, hein, pas de départ de Bruges. Et on aura donc quand même ce passage final par le Vieux Coirmont et le Paterberg. Mais pour le coup, chez les femmes, un seul passage par le Vieux Coirmont, hein, si je ne me trompe pas en regardant le parcours. Ouais. Alors que chez les hommes, on a 3 passages par le Vieux Coirmont pour faire plaisir aux VIP qui seront sous la tente. Et entre le premier et le deuxième passage, quand on est sur place à Coirmont, enfin entre le premier et le deuxième passage des hommes, il y a le passage de la course des personnalités, on peut dire, ou de... Il y a plein de mecs qui passent à vélo, ils doivent être connus par les Flamands parce qu'ils sont à fond quand ils les voient, mais j'en ai jamais reconnu un. Ouais, forcément, en tant que non-flamand, c'est plus compliqué. Mais pour la course féminine, un truc qui va peut-être avoir son importance, c'est comme il y a le retour de l'Eikenberg, vu que les travaux sont terminés, il est présent juste avant le Koppenberg, et ça pourrait être intéressant. Dans l'approche de la course, l'année dernière, il y avait on a parfois eu un peloton bien groupé à l'approche du Koppenberg côté féminin, alors côté masculin, le Koppenberg, on le prend toujours après l'enchaînement Coirmont-Patersberg. Mais là, après la boucle par Zottegem et Brakel, on revient sur Oudenaarde par l'Eikenberg, et ça sera plus dur que ce qu'on avait l'année dernière. Ah, ça va nous faire un sacré enchaînement final en tout cas. Puis si vous voulez plus de détails sur le parcours, mieux comprendre et avoir la carte
toute la liste des difficultés pendant la course pour mieux comprendre où est-ce qu'on en est. Toute la présentation bien complète sur le forum. Je vous mettrai le lien, ça sera très pratique pour mieux comprendre pendant les courses dimanche, puisqu'on a donc 2 courses, les hommes et les femmes. On va bien suivre les deux. Avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On avait beaucoup de choses à dire, parce que forcément, sur les Flandriennes, il se passe beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire, même si on n'a pas réussi à faire aussi long que le Tour des Flandres, mais ça aurait été un petit peu compliqué. Écoutez, merci beaucoup. Franchement, un podcast de 7 heures sur le Tour des Flandres, moi je suis partant. Je sais que t'en es capable, et même à toi tout seul, c'est dire. Ouais, mais imagine du coup sur Paris-Roubaix. Ouf, alors là, tu fais 14. Là, je te sais capable, j'ai pas envie de te mettre au défi, Geoffrey. Merci beaucoup, Johan, Geoffrey, et aussi Titouan qu'on a perdu sur la fin. Pour ça que vous l'avez pas entendu parler sur les féminines, mais il était bien parmi nous, et évidemment tout au long de ce podcast avec nos 3 consultants pour parler de ces Flandriennes. De l'autre côté, pour Chasse Patate, on se retrouvera la semaine prochaine, après justement le Tour des Flandres, pour faire le bilan de ce Ronde van Vlaanderen 2025, hommes et femmes, ce qui nous permettra également de se pencher sur Paris-Roubaix hommes et femmes, qui pour le coup ne sont pas le même jour, on étale sur le week-end, les femmes le samedi, les hommes le dimanche, bref, on prendra le temps de voir ça la semaine prochaine. En attendant donc le prochain podcast la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter pour le live de la course, mais aussi Facebook, Instagram, Blue Sky et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Bon Tour des Flandres, et à bientôt dans Chasse Patate!